Lorsque nous avons initié ce projet, nous avons aussi réfléchi à communiquer. Nous avons envoyé 5000 flyers, il y a eu 350 envois et on a un certain nombre de personnes qui ont répondu présent. Il y a une église qui est venue en journée d'église ici. Je voudrais les remercier. C'est l'Alliance Pierre Vivante à Sivirier qui nous a rejoints. Je tiens à les remercier. Je tiens à remercier Pierre Mayor qui a été le coordinateur pour tout ce qui concerne leur église. Et c'est aussi lui qui nous a offert différentes personnes pour nous accompagner dans cette journée. Je, je reviendrai encore une fois sur les remerciements, mais déjà dans un premier temps, vous avez sans doute beaucoup pas vu la lettre qu'on a rajoutée au flyer, mais j'aimerais juste vous donner un petit aperçu, quelque chose qui vous est peut-être complètement passé inaperçu. Dernièrement, au mois de janvier, il y a eu, oui, ah pardon, oui, j'ai pas branché. Il faut que je trouve le câble. Merci Samuel. Ça vient Ah, ça vient pas. On va relancer. Ah, voilà, ça arrive. La première chose, il y a eu des statistiques qui ont été communiquées fin janvier à travers dans les journaux. Et je vous présente ici des statistiques. C'est suite à ces statistiques que je me suis aussi posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a comme statistique aujourd'hui? Et ça, c'est une statistique que j'ai trouvée sur Suisse Info. Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer dans ces statistiques. C'est en réalité des statistiques sur la croyance en Suisse. Ce qui concerne Dieu, il y a aujourd'hui 30% qui ont une croyance en un Dieu, qui croient fortement en un Dieu. De l'autre côté, nous avons la science aussi qui est mise ici, dans ce graphe. La science représente presque 76%. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais beaucoup de gens croient en une certaine science. Est-ce qu'ils croient à une bonne science? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Une autre statistique, c'est les différentes appartenances religieuses en Suisse. On voit que certaines appartenances sont en déclin assez fort au niveau de l'Église évangélique réformée, au niveau de l'Église catholique romaine. De l'autre côté, les autres appartenances religieuses ont grimpé, se stabilisent un peu, mais il y a une qui est quand même assez forte, c'est celle qui est sans appartenance religieuse. Aujourd'hui, nous avons une société qui se déchristianise, si elle n'est pas déjà déchristianisée. Le savez-vous? Donc parmi cette croyance, vous avez 36% de personnes qui ne se revendiquent plus faisant partie d'un mouvement religieux quelconque. Et 15% se déclarent athées. Il y a du travail, les amis. Je voudrais aussi, avant de passer à ça, j'ai eu des discussions avec différentes personnes dans le milieu évangélique en général. J'ai aussi écouté des choses au niveau de ce qui se raconte. J'ai un ami qui habite juste la rue derrière chez moi. Il était directeur d'un institut biblique, celui de Genève. Et un soir, il nous a invités chez lui. S'il nous voit un jour, il saura de qui je parle. Euh, et puis on a discuté à table et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il pensait de la création au niveau des doctrines? Et il m'a dit que c'est une doctrine secondaire. Ça m'inquiète. Je ne sais pas si vous connaissez Évangile 21, c'est un rassemblement qui a lieu régulièrement à Genève. Et parmi ce rassemblement, il y a quelques 500 personnes qui viennent assister, des leaders chrétiens, des pasteurs. Et dans ces rassemblements,
mon ami Pierre Simonin m'avait passé la vidéo d'un certain Henri Blocher. On en a déjà parlé aujourd'hui, courtement. Et Henri Blocher a dit devant ce parterre de leaders d'église, de pasteurs, que lui croit avoir trouvé dans la Bible le moyen de justifier la mort animale avant le péché. On pourrait encore citer d'autres cas, mais si ici, je pense qu'il y a quelque chose qui est à dire. C'est quelque chose qui vient d'être publié sur un site francophone. Le président est parmi nous. Je vais lire. Au sein de l'Église, le débat entre la création et l'évolution est souvent considéré comme une question secondaire et sans importance. Pourtant, rien n'est plus faux. En raison de l'acceptation de la théorie de l'évolution, beaucoup sont ceux qui ont choisi de réinterpréter la Bible en ce qui concerne son enseignement sur la création, l'histoire d'Adam et le déluge mondial catastrophique de l'époque de Noé. Par conséquent, les enseignements mêmes de Jésus sont attaqués par ceux qui affirment qu'en raison de sa nature humaine, certains de ses enseignements concernant les choses terrestres telles que la création sont erronés. Vous vous rendez compte où on va? Bien que les érudits admettent que Jésus a affirmé de telles choses, telles qu'Adam, Ève, Noé et le déluge, ils croient que Jésus s'est trompé sur ces questions. Le problème de cette théorie est qu'elle soulève la question de la faillibilité de Jésus, non seulement en tant que prophète, mais surtout en tant que sauveur sans péché. Sans péché. Ces critiques vont trop loin lorsqu'ils affirment qu'en raison de la nature humaine de Jésus et du contexte culturel, nous avons parlé de culture aujourd'hui, Andy nous a montré des choses au niveau de la culture, il a enseigné et cru des idées erronées. Peut-on aller jusque-là? Ça va loin. De l'autre côté, j'ai pas perdu espoir. En toute honnêteté, j'ai pas perdu espoir. Je ne sais pas si vous connaissez le théologien américain Sproul. Sproul avait participé, au même titre que Henri Blocher, à la déclaration de Chicago. Tous deux l'ont signé, au même titre que d'autres théologiens comme John MacArthur. Sproul, pendant de nombreuses années, a enseigné la théorie du cadre. Tout à l'heure, Emmanuel, vous avez projeté un tableau. Parmi les positions, il avait aussi la théorie du cadre. En anglais, ça s'appelle la théorie du framework. Mais sur le site, du ministère de Sproul, c'est la Ligonier Ministry, on peut lire ceci. Donc, il parle de différentes positions, et là, il aborde, c'est un texte qui date de 2011, Sproul est décédé en 2017. Donc il dit, pendant la majeure partie de ma carrière d'enseignant, j'ai considéré l'hypothèse du cadre, ou la théorie du cadre, comme une possibilité. Mais j'ai changé d'avis. Je suis désormais partisan d'une création littérale en 6 jours. La Genèse dit que Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient en 6 périodes de 24 heures. Selon l'herméneutique de la Réforme, on a parlé de la Réforme, le premier choix consiste à suivre le sens ordinaire du texte. Il faut faire preuve d'une grande gymnastique herméneutique pour échapper au sens simple de Genèse 1 et 2. La confession fait de la création du monde par Dieu en l'espace de 6 jours un point de foi. Ce ne sont pas des choses secondaires. Je voudrais aussi apporter quelques remarques. On a évoqué ici ou là quelques petits aspects. J'aimerais juste, en conclusion, souligner ceci. J'ai une première question. Comment différencions-nous un mythe d'une histoire et de la réalité? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Moi, j'ai trouvé une réponse. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai trouvé. Quelqu'un
Et il semblerait que ça émane de C.S. Lewis. Les mythes n'ont jamais d'accroche temporelle, historique. Il n'y a jamais d'histoire dans un mythe. Je n'ai jamais vu un seul mythe qui, quelque part, on sait le dater, c'était en telle année. Contrairement, une histoire vraie ou une histoire réelle est toujours datée. Toute l'histoire biblique est datée. Nous venons juste de le voir. Andy nous l'a montré. 6000 ans. Elle n'est donc pas un mythe. Une autre remarque complémentaire, c'est quelque chose qui est très d'actualité. Pour vous dire, lorsqu'on parle de création avec nos contemporains, il y a maintenant une nouvelle interrogation qui émane de chez les gens qui ne croient pas. Sommes-nous des platistes? Et je peux vous le dire, je l'ai expérimenté cette semaine, jeudi matin, à mon travail. J'étais avec mon patron, on était en train de discuter, et il m'a dit oui, on va se mettre au travail. Alors je dis bah moi je travaille depuis un bout de temps, hein. J'étais en train de travailler sur la préparation de cette conférence. J'ai commencé à 5 heures du matin, pour vous dire. Et puis à 7h30, j'étais avec mon patron en train de discuter de travail. Et il me dit ah oui, vous travaillez pour la société? Ah non, j'ai pas travaillé pour la société, je suis en train de préparer une conférence. J'étais en train de travailler à la préparation de cette conférence. Et puis on est de fil en aiguille, on a avancé. Et puis à un moment a surgi cette question de la Terre plate. Nous avons courtement évoqué cet aspect. Vérifier que la Terre est plate, c'est quelque chose que nous pouvons faire aujourd'hui, tous les jours. C'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle de la science opérationnelle ou de l'expérimentation scientifique réelle. Ce n'est pas quelque chose qui, on fait de la déduction, on imagine des choses, des scénarios. C'est quelque chose, c'est tous les jours, on peut vérifier ça. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur américain qui était platiste. Eh ben, lui, il croyait que la Terre, il y avait une surface plane et le Soleil, il tournait autour sur cette surface plane. Et donc, pour se convaincre qu'il avait raison, il a décidé d'aller en Antarctique. Ils ont fait un voyage à 4, ils sont partis en Antarctique l'été passé. Et il s'est dit, si la Terre est plate, il va y avoir nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Seulement, c'était l'été et il n'y a pas eu nuit, jour. Il y a eu jour 24 heures, durant 24 heures. Et ce pasteur est revenu sur ce qu'il a cru. Donc, il a expérimenté quelque chose qui est expérimentable tous les jours. C'est un examen répétitif de vérifier ça. On peut le vérifier tous les jours. On appelle ça aussi, dans un certain sens, de la science dure, cette expérience répétitive. Quand on arrive à la question des origines, on est en réalité devant un fait, on ne peut pas répéter les choses. C'est quelque chose d'unique. On peut aussi l'appeler de la science forensique. La science forensique, c'est en réalité, c'est la police qui l'utilise beaucoup. C'est lorsque vous avez un meurtre, ben on va faire des prélèvements de différentes choses et on va essayer d'analyser. Et à partir de ça, on va reconstruire un scénario. Mais est-ce qu'on arrête la bonne personne à la fin? Point d'interrogation. Alors, juste pour vous dire, par rapport à ces différents aspects, je vous dis, nous ne sommes pas des platistes. Dans le groupe, nous ne sommes pas des platistes. Vous avez sans doute vu plusieurs slides où on montrait une boule, c'était la Terre. Donc ça, je voulais vous le souligner. Une dernière chose, la Terre sphérique ou la Terre plate. On va peut-être commencer par la Terre plate. Savez-vous d'où ça vient, cette idée de Terre plate? Alors, peut-être, mais celui qui l'a, en réalité, dans notre monde moderne, dans notre culture moderne, l'a en réalité fortement insufflé, c'est Voltaire. Voltaire a insufflé l'idée qu'au Moyen Âge, les gens croyaient que la Terre était plate. Et c'est complètement faux.
Il a trouvé un individu pour justifier un érudit qui était en réalité un mauvais érudit, qui n'est pas, qui était remis en cause par ses pairs sur différents thèmes, même théologiques. Si je ne me trompe pas, c'est Lactance, son nom. Et il a fait une généralité d'un individu. En réalité, la Terre sphérique date de Ptolémée. Et pendant tout le Moyen Âge, on a cru que la Terre était sphérique. Les rois avaient une orbe avec la croix au-dessus. L'orbe, c'était la Terre. Mais la Bible affirme quelque chose d'assez remarquable, sans faire de science. Dans Job, au chapitre 26, verset 10, on peut lire: il a tracé un cercle à la surface des eaux pour comme limite entre la lumière et les ténèbres. Ce chapitre parle de la nature. Donc nous sommes ici en train, en réalité c'est une affirmation qu'il y a un cercle qui est formé sur les océans qui divise le jour et la nuit. Si la Terre était plate, nous n'aurions pas de cercle. C'est assez difficile. Mais là, il affirme quelque chose, et si la Terre est sphérique, nous avons un cercle. Une autre remarque, l'association. Nous avons démarré cette association au début d'année. Le projet de faire une conférence date d'un peu plus vieux. On a commencé, Andy m'a approché l'été passé. Donc on a regardé pour une date, on a trouvé une date, on a contacté d'autres orateurs, on a contacté Peter Trub, on a contacté Pierre Ramé, et tous ont répondu présent. Alors pourquoi une association? Parce qu'il existe déjà une association, Bible et Sciences. Notre premier objectif, c'est d'être local. Nous ne voulons pas nous perdre à l'autre bout de la France. Nous pourrions, mais ce n'est pas notre objectif. Nous avons aussi une dimension apologétique. Nous souhaitons développer un ministère apologétique. Nous avons aussi une approche théologique des questions des origines. Andy nous a fait 2 présentations sur quoi nous appuyons aussi notre association. C'est-à-dire que nous ne voulons pas juste aborder des questions de science. Peut-être que Bible et Sciences va aussi aborder ce genre de questions à l'avenir, et je serais réjoui, parce que nous devons aussi amener plus que juste de la science et montrer que les choses ont été créées. Il faut que cela puisse servir à l'avancée de l'Évangile. Il faut que l'Évangile soit proclamé. Et c'est ça sur quoi nous nous basons. Nous souhaitons produire des réflexions et équiper nos leaders avec, dans les églises évangéliques en particulier, face à une montée, c'est l'évolutionnisme théiste. Il est de plus en plus présent. Nous souhaitons proposer des activités aussi au niveau de la Suisse romande. Je m'arrive, comme je vous ai dit, j'aime bien me promener dans les Alpes. Il se pourrait bien que, si nous sommes d'accord au niveau du groupe, qu'on organise peut-être une fois une journée de promenade dans les Alpes, plutôt de randonnée. Et puis on pourra voir certaines choses qui nous montrent, qui nous donnent un aspect de ce qu'a été le déluge. Nous souhaitons aussi aller plus loin, pas juste faire quelques animations de temps en temps, mais nous souhaitons aussi développer l'aspect de la littérature francophone. Il y a quelques livres en bas, et je vous invite à y aller et à regarder ce qu'il y a, éventuellement de repartir avec un livre. Ça nous encouragerait, mais nous souhaitons aussi à l'avenir poursuivre avec plus de littérature créationniste terre jeune au niveau francophone. Il n'y a pas beaucoup de livres. Lorsque je vais par exemple à une conférence en Angleterre, je peux vous dire qu'ils ont plusieurs tables de livres, de DVD et je ne sais quoi encore d'autres. C'est assez impressionnant. Andy peut en témoigner. Emmanuel peut aussi en témoigner. Il était aussi déjà en Angleterre. Et je voudrais aussi souligner
il y a aussi une possibilité d'adhérer à notre association. Nous avons travaillé pendant 2 ans à la confession de foi. Nous avons décidé de commencer par ça, avant de vouloir aller en public, déjà d'avoir une base biblique dans tout ce que nous croyons. Et nous avons travaillé là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que nous demandons à ceux qui veulent adhérer, soient en accord avec cette confession de foi, en particulier création terre jeune et salut en Jésus-Christ seul. Bien sûr, l'association doit vivre et nous avons une contribution de 50 francs par année. Alors, juste pour poursuivre, on arrive gentiment au bout. Andy McIntosh ne va pas partir ce soir, mais il sera encore là demain en Suisse romande. Et il sera là à l'église Alliance Pierre Vivante à Sivirier à 10 heures et il va parler des fossiles et des plumes des oiseaux. Donc si vous voulez savoir plus sur les fossiles ou sur les plumes des oiseaux, venez. Je pense que l'église sera heureuse de vous accueillir. Donc c'est demain à 10 heures. Ensuite, demain après-midi, pour ceux qui ne veulent pas aller jusque dans le canton de Fribourg, c'est pas très loin, Sivirier, mais pour ceux qui veulent peut-être rester dans leur église, vous pouvez aussi vous joindre demain après-midi ici sur Lausanne, à la Lausanne Free Church. Il y a Samuel Guéric qui vient de la Lausanne Free Church. Et, pardon? It's not this one. Ah, it's the voice, you're right. Je m'excuse, c'est pas le bon titre. C'est La Voix humaine. Andy a une présentation sur la voix humaine qui est assez impressionnante. Et il présentera ça demain après-midi à la Lausanne Free Church. Donc c'est rue de Fleurette, chemin des Fleurettes 36, à Lausanne. Et c'est à 14h30. Et ensuite, pour ceux qui viennent d'un peu plus loin, un peu plus vers le nord, Andy sera aussi à 17h30 à Sainte-Croix, à l'Assemblée chrétienne. Et le sujet sera La science a-t-elle tué Dieu? You are going to sleep. Et il a dit il va dormir après. Oui. Je voudrais aussi aller un peu plus loin. Je voudrais juste vous rappeler, ça a été déjà été cité par Pierre, non, par Pierre, oui, Pierre. Il y a deux Pierre, il y en a plusieurs. Donc le 31 octobre et le 1er novembre, il va y avoir une autre conférence qui sera initiée par Bible et Sciences à Mulhouse. Donc il y a une série il y a différentes personnes qui vont parler. On vous a déjà annoncé des choses. Alors je crois que je vais faire un peu pâle figure avec ce que je vais vous annoncer là. Donc il y aura surtout Steve Taylor, que je connais personnellement, que je rencontre chaque année ici en Suisse. Il vient chaque année en Suisse et je le rencontre. Euh, donc il est de l'Université de Liverpool et avec un groupe de chercheurs, ils ont publié un article il y a 2 mois maintenant sur la découverte de collagène dans les fossiles de dinosaures. Le collagène est une molécule qui se détruit très facilement. La question est comment, si les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, peut-on encore trouver des molécules qui ont une durée de vie très faible? Donc il va nous entretenir de ceci. Cet article qui a été publié dans un journal américain a été relayé par MSN et par Géo. C'est ici. Donc ce ne sont pas des choses qui sont un détail. C'est que ça, c'est en train de faire, comme c'est marqué là en bas, le processus de fossilisation éradique-t-il toutes les molécules organiques des restes anciens? Des chercheurs prouvent contrairement en détectant du collagène dans les fossiles dans un fossile d'Edmontosaure, vieux de plusieurs, alors eux ils disent toujours encore vieux de plusieurs millions d'années, bouleverse, il faut que je continue de lire ici, ainsi nos connaissances sur la préservation des molécules. La question ici, ce n'est pas est-ce que l'os est récent ou pas. La question ici, c'est comment les molécules peuvent être préservées pendant ces millions d'années parmi ces gens qui
réfléchissent dans leur façon de penser. La manière la plus logique serait de dire que ça se préserve que quelques centaines, voire peut-être quelques milliers d'années au grand maximum dans des conditions de préservation exceptionnelles. Et Steve Taylor nous en- entretiendra avec d'autres choses qui ont été découvertes. Arrive à la fin. Je voudrais encore une fois souligner que cette conférence, cette journée de conférence a aussi eu des coûts. Nous avons loué cette salle. Nous remercions encore une fois l'Église Action Biblique de Renan de nous l'avoir mis à disposition. Mais on a eu un certain nombre de frais pour organiser tout ça. Andy est venu en avion. Il faut aussi lui payer son billet d'avion. Donc il y a eu un certain nombre de frais. Et si vous avez l'âme généreuse ou si vous voulez nous soutenir, vous avez le QR code ici. Sinon, vous avez aussi une corbeille à la sortie. Et je vous rappelle qu'il reste aussi en bas un stand de livres. Servez-vous et examinez les choses. Nous n'avons traité ici que quelques sujets, quelques petits sujets. Il y a de vastes sujets à traiter sur ce point. Voilà. Je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à peut-être à une prochaine.